Bienvenue sur Eurosport pour le premier championnat du monde de longue distance, l'Ironman à Nice. 4 km de natation, 120 km de vélo, 30 km de course à pied. Nice, c'est plus qu'un championnat du monde. C'est une légende qui a démarré en 82, où entre 82 et 88, eh bien, c'était officieusement un championnat du monde. Un championnat du monde qui se disputait avec Hawaï. Et puis en 87, les choses ont progressivement changé avec l'arrivée de l'ITU. Pour en 88, avec l'arrivée de McCormack, eh bien, devenir une véritable grande classique. Championnat du monde ensuite de longue distance était déjà en France à Avignon. Et puis 94, eh bien ce premier championnat du monde. Et puis comme promis, aujourd'hui pour nous accompagner, nous avons l'extrême plaisir d'accueillir Yves Cordier, numéro 1 français. Et puis vous verrez, c'est surtout un des grands spécialistes de cette épreuve de Nice, puisque Yves Cordier, vous participez à cette épreuve depuis 11 éditions. 11 éditions. Voilà, on se retrouve au petit matin dans la baie des Anges. Un petit matin pas forcément frileux, mais à 7h30 du matin, on est un petit peu inquiet. Il pleut, il y a beaucoup de vent. Heureusement, c'est un vent offshore, c'est-à-dire qu'il souffle vers la mer. Et pendant un moment, les organisateurs ont été inquiets. On s'est demandé si la course allait pouvoir se faire. Oui, tout à fait. Je pense qu'on n'a pas eu d'habitude de voir ce genre de conditions. Et la météo annonçait même avis de tempête et bon, on craignait, d'ailleurs le vent était terrible, on craignait vraiment que la natation soit très difficile. Voilà, le record à battre, eh bien, il date toujours de 1986 avec Mark Allen en 5h46-10. Mais il faut savoir que Mark Allen, cette année, eh bien, a changé son fusil d'épaule. Il fera sa rentrée sur les longues distances en Allemagne à Rotz. Et puis surtout, il vise maintenant le marathon comme discipline olympique, on l'a déjà dit. Mark Allen faisait partie un petit peu du patrimoine de Nice, mais sachez également qu'il y avait quand même beaucoup de monde. On voit ici le parcours du vélo, 120 km, avec une petite partie plate pour s'échapper de Nice. Et ensuite, par Saint-Laurent-du-Var, remonter sur Carrosse, Gillette, Bouillon. On aura le temps d'y revenir car les conditions cette année étaient tout à fait exceptionnelles. Le circuit également course à pied a été modifié. On ne va plus jusqu'au bout de la croisette vers la Siesta, mais au contraire quelque chose de plus spectaculaire avec 2 boucles de 15 km environ. Et puis c'est quand même bon de le souligner, pour une fois il y avait 150 000 $ de prix en dollars s'il vous plaît. Et puis surtout l'aspect important, c'est que les femmes et les hommes gagnaient strictement la même chose, c'est-à-dire 17 500 $, ce qui fait pas loin de 70 000 francs. Voilà, on se retrouve avec les bonnets bleus. Et les bonnets bleus, eh bien, ce sont les Schtroumpfs bleus, c'est-à-dire l'élite, qui pour la première fois également à Nice sont séparés de la meute, si on peut dire. Oui, pour le premier championnat du monde, il y avait donc différentes vagues, dont la première bonnet bleu était l'élite homme, et ensuite il y avait donc l'élite femme, et après les catégories d'âge. À ce moment, qu'est-ce que l'on a? On pense qu'une chose, c'est essayer de s'échapper du groupe. Oui, enfin là, disons que le groupe est quand même beaucoup moins important que les autres années, donc ça chahute beaucoup moins. Et puis bon, il y a moins de tension par rapport au triathlon de courte distance. Donc le départ s'est bien passé à mon avis pour tout le monde. Et bon, bah, il faut prendre son rythme parce qu'on part quand même pour 4 km. La mer est à quelle température? Bah, la mer avait refroidi et donc on devait au départ nager sans combinaison. Et là, du fait des conditions climatiques, des courants froids, on a repris la combinaison. Elle devait être aux alentours de 19-20 degrés. Oui, rappelons que la combinaison n'est plus autorisée au-dessus de 20 degrés. On s'en a aperçu hier lorsqu'on vous avait évoqué le triathlon de Sion. Voilà, et puis regardez surtout cette image, il est 7h30 du matin et on peut dire que cette place est noire de monde. Ça, c'est vraiment très encourageant pour la popularité de Nice. Bon, ce n'était pas grand chose à démontrer, mais il faut quand même le souligner car on a souvent dit que les Français avaient tendance à traîner un peu du pied, notamment au saut du libre, pour aller voir des épreuves sportives. Et bien lorsqu'on leur propose un spectacle de valeur, eh bien on peut dire qu'ils font des petits efforts, croissants et café chaud, mais ils étaient présents. Oui, je crois que c'est depuis maintenant 13 ans, c'est quand même un rendez-vous et le public niçois est averti et aime bien venir voir ce départ. La deuxième vague, eh bien, ce sont les Schtroumpfs à bonnet blanc, plus exactement les femmes cette fois-ci. Il y aura 3 vagues, on y reviendra tout à l'heure, 3 vagues principales, puisqu'ensuite il y aura des catégories d'âge. Les femmes qui vont partir 5 minutes derrière, alors que du côté des hommes, eh bien, les choses commencent un petit peu à se distinguer. On va y revenir dans quelques instants. Là pour le moment on est protégé, le groupe est protégé par le vent encore, oui. Par le vent et puis surtout l'ondulation de la mer, c'est-à-dire le swell qui n'est pas encore très marqué. Disons carrément, je pense que ceux qui sont sortis dans les premiers, on n'a pratiquement pas été gênés contrairement aux autres concurrents. Je pense que quand on est sorti aux alentours de 8h15, on n'était pas vraiment ballotté. Le départ des femmes.
Avec effectivement les premiers galets. Ouais, à ce moment-là encore, il ne pleut pas, le ciel est menaçant. En fait, il va pleuvoir 3-4 minutes après le départ des femmes. Il va pleuvoir là, ça va commencer à tomber. On peut pas dire que ça gêne la pluie en nageant. Vous avez des lunettes. D'ailleurs, moi je me suis aperçu que très tard qu'il pleuvait, donc bon, ça c'est pas du tout un problème. Voilà, vous avez évoqué le problème des courants. De quelle manière on gère ça? Est-ce que vous reconnaissez le parcours avant vous allez nager un petit peu dans la rade? Ouais, c'est l'expérience. Bon, moi je suis de là-bas. Bon, maintenant le parcours est tellement immense et non protégé. Il n'y a pas vraiment de tactique a priori. Donc tout ce qu'on sait, c'est qu'il y avait un courant favorable durant la plus grande partie, la première moitié, et c'est le courant qui était plutôt défavorable pour revenir le long du bord de la plage, quoi. À ce moment-là, on se situe à peu près à 570 mètres au large. On vient de voir la bouée qui contourne, et là vous êtes sur un bord qui va durer à peu près 1500 mètres avec un groupe dans lequel vous êtes. Il y a Simon Lessing notamment, il y a Croft, il y a effectivement le français Benjamin Sanson. Comment ça se passe? Les gens s'observent, tout le monde sait très bien où et qui. Bah là, cette année, c'est vrai que j'ai vite vu que qu'il y avait donc Simon Lessing, Nick Croft, surtout Jérôme Sanson qui était souvent devant puisque c'était un excellent nageur. Donc je me suis dit bon, il n'y a rien de changé et ça va aller bien. Simon Lessing qui a été champion du monde en 92 et vice-champion du monde en 93, qui avait terminé justement deuxième l'année dernière. Rappelons quand même que l'année dernière vous aviez été obligé d'abandonner sur blessure au genou. Simon Lessing que tout le monde attendait un peu comme le Messi sur la longue distance. Oui, je pense que c'était l'un des grands favoris. Maintenant, c'était une nouvelle génération. Il y avait beaucoup de nouveaux sur Nice. Et c'était le challenge, savoir qui l'emporterait, les anciens ou les nouveaux. Qu'est-ce que vous avez adopté comme stratégie? Est-ce que vous avez dit vous allez vous mettre dans la trace de Jérôme Sanson et pouvoir tenir? Parce que c'est quand même un solide nageur, hein, il court encore en compétition. Ouais, tout à fait, mais disons que je savais qu'il n'aborderait pas la natation à 100% de ses moyens, et donc pour moi c'était surtout gagner le maximum de temps par rapport à ceux qui étaient derrière, qui n'étaient pas dans ce groupe-là. Maintenant, sur la fin de parcours, je me suis mis plutôt dans les battements de Simon Lessing et de Nick Croft et de Robin Brou, de façon à m'économiser et de partir plutôt très fort en vélo. On le voit, Jérôme Sanson particulièrement à l'aise malgré les petits creux qui commencent à se former. Oui, je crois qu'il a une technique absolument adaptée au triathlon, c'est-à-dire les épaules très souples, une nage très souple, de façon à ne pas être heurté dans sa nage avec les vagues. Je crois qu'il a bien préparé son triathlon. Voilà, on va quitter Jérôme Sanson donc du Stade Français pour revenir sur Rina Bradshaw. Rina Bradshaw qui pour le moment en tête chez les femmes, c'est assez surprenant. On l'avait suivi durant 2 étapes japonaises de la Coupe du Monde où elle était relativement à l'aise en natation, mais c'était surtout la course à pied son point fort, et puis là on la retrouve en tête de la natation. Ça a été une des premières surprises. Oui, une première surprise. Chez les femmes, on connaissait les valeurs. Je pense que Isabelle Mouton savait qu'il y aurait ce genre d'handicap au départ. Mais la course est longue, elle ne se limite pas qu'à la natation. On reviendra tout à l'heure sur Rina Bradshaw, vous le voyez apparaître sur ses satellites. Elle a 24 ans, elle a remporté effectivement l'Australienne 2 étapes du Coupe du Monde, à savoir à Makuzin et Osaka. Mais on verra tout à l'heure, elle a fait l'impasse sur Sion hier, on verra si ça lui réussit. Et là, on est en train de s'approcher, c'est le bord dont vous parliez tout à l'heure, Yves Cordier, qui fait à peu près 900 mètres avant la ligne d'arrivée, l'aire de transition, où il faut remonter le courant. Oui, c'est assez pénible parce que là, on ressent plus les ondulations de la mer parce qu'il y a le repère visuel du bord de la plage. Et là, on voit d'ailleurs qu'il commence à pleuvoir très fort et on se doute d'une partie cycliste assez délicate. Voilà, donc en tête, c'est toujours Jérôme Sanson. Jérôme Sanson est surprise, c'est pas une grosse surprise, mais enfin Simon Lessing il fait toujours partie du groupe de tête, il n'a pas craqué sur quand même une distance de 4 km. Hein. Oui, là je pense que là on s'attendait tous à sortir ensemble. Je crois que à partir du moment où on avait passé la première bouée ensemble, je crois que le groupe ne devait pas se casser en 2 parties. Et pour moi, c'était pas une surprise.
Donc là, à ce moment-là, vous vous situez dans le groupe des 5 avec Robin Bro, Lessing et Sanson. Ouais, je suis quatrième. Je m'étais plutôt mis dans les battements des autres nageurs de façon à pouvoir surveiller et à garder de mes forces. Voilà la sortie de Jérôme Sanson dans l'aire de transition. Grosse organisation. Je crois qu'on peut profiter de cette occasion. On voit tous ces volontaires avec le t-shirt rouge pour souligner qu'il y a énormément de bénévoles qui travaillent. Et là, il y a un moment très émouvant. On va vous voir sortir de l'eau avec tous les amateurs, peut-on dire, qui sont massés là et qui vont vous encourager, qui sont prêts à prendre le départ. Ils vous ont reconnu. Bon, ils n'ont pas été très explicites sur Jérôme Sanson, mais ils vont reconnaître les signes, ils vont vous reconnaître. Et là, ça va être une véritable ovation. Ah, j'avoue que c'est toujours un grand moment quand on sort de l'eau et quand on est ovationné. Je crois qu'il y avait tellement de gens qui attendaient cette course, de me voir au meilleur plan, et je crois que... Mais là en plus ce sont vraiment ceux qui savent ce que vous venez de faire, qui sont au courant, puisque eux vont prendre la mer. Ce sont des amateurs avertis, ce qu'on appelle les groupes d'âge, et je trouve que c'est les passionnés, c'est vraiment les passionnés. C'est ce qui fait du reste la légende de Nice, car ne participe pas qui veut, même si on a l'impression d'avoir énormément de monde, eh bien il faut avoir ses galons pour participer à Nice, c'est un privilège. Bien sûr, bien sûr. Ah, il est perdu un petit peu Jérôme Sanson. On sort par où? Ah, ça c'est une chose qu'on doit reconnaître normalement avant le départ, mais c'est vrai que des fois on est un petit peu perturbé en sortant de l'eau. Voilà, on a vu Simon Lessing qui quitte la transition, Jérôme Sanson, et vous le voyez, des conditions, on ne fait pas trop de commentaires pour le moment, les images seront parlantes tout à l'heure. Il pleut très fort, et c'est parti donc. On vient de voir donc, comme dit le speaker, Simon Lessing qui s'élance. Il devrait y avoir Robin Bro juste derrière. Et vous êtes pratiquement dans la roue. Beaucoup de monde, malgré la pluie et les conditions difficiles. Ah, ça, ce sont les poursuivants. Et notamment Dave Scott. Dave Scott qui est l'un des grands personnages, pas seulement de Nice, mais également de l'histoire du triathlon, puisque c'est vraiment le monsieur qui a gagné 6 fois l'Ironman d'Hawaï, et c'est presque une légende que l'on voit courir à Nice à nouveau, parce que il a 40 ans. Il a 40 ans. Il a fait un break de 2 ans, et il y avait aussi à noter là un autre grand du triathlon, Scott Molina. Exactement. Pierre Rousseau donc qui sort de la natation avec un bon paquet. Voilà, je vous propose de marquer une première pause publicitaire dans quelques instants. On voit pour le moment les filles qui vont petit à petit approcher. Là, cela continue à sortir de l'eau. Je crois qu'il y avait Dave Scott qui était dans l'aire de transition. Le voilà. Voilà, on marque une première pause. On se retrouve dans quelques instants après ce message publicitaire pour la suite de ce championnat du monde de longue distance à Nice. À tout de suite. Nice, championnat du monde cette année de longue distance en compagnie d'Yves Cordier, avec donc une sortie de l'aire de transition. On longe maintenant la promenade des Anglais pour attaquer l'épreuve de vélo. Il s'agit de 120 km qui va mener dans les hauteurs de l'arrière-pays. On le voit tout de suite avec un col, on peut considérer ça comme un col à bouillon, 632 mètres de dénivelé, et une boucle qui remonte ensuite pour redescendre vers le bas de Nice, comme vous le voyez sur cette carte. Mais avant de revenir sur le vélo, un vélo très particulier cette année, en raison notamment de la pluie et du vent qui va se lever après, on retrouve les femmes avec la sortie de l'eau, et c'est Rina Braccio qui a 2 minutes d'avance sur le reste du groupe, notamment sur Karen Smyers, sur Isabelle Mouton, sur pas mal de gens. Elle sort du reste avec un groupe d'hommes du groupe Élite, toujours, puisqu'ils sont avec les bonnets bleus, et Rina Braccio qui a vraiment très bien nagé. Ouais, elle rattrape donc les hommes qui sont partis 5 minutes à l'avance, mais bon, encore ça c'est prévisible, hein. Les écarts sont déjà quand même assez conséquents au bout de 4 km de natation. Voilà l'aire de transition, une organisation qu'il faut relativement minutieuse pour pouvoir canaliser tous ces gens. La particularité là était donc de prendre son sac avec ses affaires, oui. Ses affaires cyclistes, et donc de se changer avant d'arriver au vélo. On l'a vu, certains ont préféré se changer en haut des marches, d'autres sur le bas.
Et là, donc, c'est ce fameux moment où on passe de la position horizontale, où tout l'afflux sanguin est dans les épaules, et il faut retrouver petit à petit un équilibre. Ouais, tout à fait. Je crois que bon, il y a des gens qui l'ont plus naturellement que d'autres. Et par contre, il y a des gens qui, à la sortie de l'eau, sont vraiment très mal. Voilà, Rina Braccio qui est un petit peu perdu, un commissaire qui lui dit qu'il ne faut pas se changer là, mais plutôt en haut. C'est vrai que normalement, c'est vrai qu'on n'avait pas à s'arrêter pour ne pas faire d'obstacles et de bouchons. Donc bon, maintenant, elle était pas française, elle n'a peut-être pas très bien compris au briefing. Beaucoup de monde, je vous le dis, et surtout compte tenu des conditions qui ne s'améliorent vraiment pas. Pour le moment, le vent ne souffle toujours pas fort, il souffle un petit peu au large. Il y a des trompes d'eau véritablement qui s'abattent sur la RPI. Vous, pendant ce temps-là, vous êtes sorti de Nice pour passer par Saint-Laurent-du-Var et remonter vers les premières difficultés avec une première côte pour Gatière. Oui, c'est ça. La première côte commence aux alentours du 15e kilomètre. Ça va monter jusqu'à Bouillon, et je crois que c'est la partie la plus dure du circuit. C'est là d'ailleurs où je vais essayer de faire le maximum pour creuser l'écart sur mes poursuivants. Voilà, on va continuer à accompagner Rina Braccio, mais pendant ce temps-là, il se passe beaucoup de choses, d'énormes glissades, la pluie bien évidemment, la boue, mais il y a également un aspect dont vous nous parliez tout à l'heure lorsque l'on préparait l'émission, ce sont les aiguilles de pin qui se sont glissées sur la route, de manière assez curieuse. Ouais, dans beaucoup de descentes, il y avait des forêts de pin, et avec le vent, ça a été une véritable tempête durant la nuit et pendant l'épreuve, et donc il y avait énormément d'aiguilles de pin au sol, et on avait beau faire attention, on glissait comme sur un tapis roulant. Et là on va le voir dans quelques instants, alors que Rina Braccio quitte l'aire de transition, et bien certains comme le Britannique Robin Brough n'ont pas attendu les aiguilles de pin pour se retrouver au tapis. Robin Brough, le capitaine de l'équipe britannique, qui s'est littéralement écrasé par terre. Et là, malheureusement, c'est un abandon obligatoire car son vélo est dans un triste état. On va le voir dans quelques instants sur ces images. Donc premier abandon sérieux de Robin Brough. Furieux. Ouais, c'était le premier virage à la sortie de la promenade des Anglais, et un virage très en dévers où d'habitude on prend ça à grande vitesse, et bon, je pense qu'il a été surpris. Lui, il a l'habitude de la pluie en Angleterre où ça ne glisse pas. Bon, alors vous, que l'on voit sur ces images, vous avez pris le commandement à partir de quel moment? Je l'ai pris en réalité au bout de 300 mètres en vélo, hein, et bon, je suis sorti dans le groupe de tête, et j'ai décidé d'attaquer très fort, comme à mon habitude d'entrée. Mais vous aviez reconnu quand même le parcours, vous connaissez bien ces routes de la RPI. Oui, tout à fait, je pense que... Donc ça c'est un avantage par rapport aux autres concurrents qui l'ont peut-être reconnu moins... Ah, certains le connaissent moins, mais je crois que tous, il y en a qui sont venus en stage se préparer, même les meilleurs étrangers, donc je pense que c'est vrai que c'est un avantage, mais bon, ce n'est pas l'unique chose importante. Vous le voyez, 2 minutes derrière, on repasse tout de suite aux femmes, c'est Karen Smyers qui a plus de 2 minutes et quelques de retard sur Rina Braccio, mais elle aussi va prendre très vite les devants sur le vélo pour remonter sur Rina Braccio. Rina Braccio qui est toujours en tête de la course. Rina Braccio qui va en fait craquer très vite, on peut d'ores et déjà l'annoncer. Et on ne sait pas si le passage de la distance olympique sur la longue distance aurait été une bonne chose pour elle. Ah, c'était un essai, je pense que en plus les conditions devaient être encore plus dures pour les gens qui passaient du A au C. Ces images elles parlent d'elles-mêmes. Regardez la pluie qui tombe. À ce moment-là, vous faites surtout attention de ne pas glisser, soignez les trajectoires. Ouais, je soigne les trajectoires, je fais attention à ne pas glisser, j'essaye de ne pas passer dans les flaques d'eau, j'essaye d'éviter les moindres cailloux, parce que quand il pleut on crève davantage, et c'est vrai que c'était une équation beaucoup plus difficile à réaliser que quand il fait chaud. Sachant qu'il s'agit d'une compétition par équipe également, l'équipe de France est présente. On va voir Jérôme Sanson qui est toujours deuxième sur le vélo devant Croft. Est-ce que vous êtes préparés l'ensemble de l'équipe ensemble? Oui, il y a eu des stages durant l'hiver, et donc je pense que l'équipe de France a été soigneusement préparée par ses entraîneurs, par les stages, par tous les moyens qu'on a eu pour faire un grand championnat du monde. Là vous attaquez les premières côtes. Ouais, ça c'est la côte de Gatière, et c'est là où on sait si ça va marcher ou pas, parce que c'est quand même la première difficulté.
Là, je suis quand même un petit peu embêté parce que la pluie quand même ne facilite pas mon évolution, mon plan. Mais bon, on oublie, on ne pense pas qu'il pleut. D'accord, vous regardez un moment votre montre, est-ce que vous êtes fixé des repères? Ouais, j'ai fixé quelques repères, mais j'ai vu très vite qu'avec la pluie, les repères étaient totalement néants. Donc bon, après, on va pas regarder les repères, on va essayer de faire la course et faire le maximum. Voilà, quelques éléments qui sont apparus il y a quelques instants pour rappeler que vous avez 29 ans, que vous avez été Nice, que vous avez été quand même 2e à Nice en 92, que vous avez été 3e à Embrun l'année dernière sur une DO, que vous avez remporté le triathlon de Marrakech qui est une DO en 93, et que votre occupation en dehors des triathlètes professionnels, eh bien vous avez un magasin Cordier Cyclosport situé à Cagnes-sur-Mer. On ne fait pas de publicité, mais il faut savoir que ça existe. On revient sur la course avec Nick Croft, qui pour le moment est passé à la 2e place, car on peut le dire, en ce qui concerne Jérôme Sanson, eh bien il va faire lui aussi une chute et pulvériser le vélo, le transformer en œuvre d'art. Il va redescendre à moto, malheureusement rapidement sur la promenade des Anglais, et il était particulièrement déçu. Sûr que toute une préparation réduite à néant, ça fait parfois très mal, mais je crois que ça fait partie du jeu. Dans beaucoup de sports, c'est pareil, on le verra aussi certainement à partir de la semaine prochaine dans le Tour de France. Justement, puisqu'on évoque le Tour de France, est-ce que les triathlètes sont un petit peu mieux considérés maintenant par les coureurs puristes, on a tendance à sentir un peu une rivalité dans les triathlètes qui ne se sentent pas vraiment reconnus à leur juste niveau et... Ouais, je pense que maintenant la jonction se fait. Je crois qu'ils nous prennent quand même pour maintenant un sport de haut niveau. D'une part par nos performances, puis par nos qualités physiologiques, et puis surtout par nos performances. Hein. Je crois que moi je cours régulièrement en vélo. Et je vous arrête un instant Yves, simplement pour signaler qu'après 1h30 de course, c'est bien, ça y est, Karen Smyers vient d'exploser Irina Braccio. Elle lui a repris 2 minutes et demie, et là le rythme n'est absolument pas le même entre les deux filles. Ouais, c'est dans le milieu de la côte de Gatière et bon, ça fait pas de détails. Maintenant on vous retrouve, là vous continuez à avoir une bonne pêche. Les voitures que l'on voit circuler, ça veut dire que c'était circulation ouverte sur la... Non, là je pense que ce sont des gens officiels qui suivent la course, et donc là on se situe à la moitié de la difficulté. D'accord, vous n'êtes pas tout seul. Là donc deux Français, Eric Lacaze et Pierre Rousseau. Donc là c'est une partie relativement plane. Et eux étaient informés de vos positions, vous saviez qui vous avez derrière, les motos vous tiennent au courant ou pas trop des écarts? Bah là quasiment pas, et c'est vrai que ça a été un peu une tension pour moi, un peu un handicap, mais bon je savais qu'il fallait que je fasse le maximum. Ça avait été dit comme ça, donc on ne devait pas avoir de renseignements. Nick Croft au ravitaillement. Voilà, par contre derrière on entend bien que les autres sont renseignés. Oui, ils sont renseignés parce qu'ils ont tout le monde à les chronos pour savoir un peu les écarts. Voilà. Et là effectivement on vient d'entendre 7 minutes. C'est un des écarts peut-être les plus importants à ce stade de la course avec la tête. Ouais, je pense que j'ai culminé à 7 minutes, c'est-à-dire à partir du sommet du parcours. Hein, j'ai culminé à 7 minutes et ça n'a plus bougé. Nick Croft qui se fait une petite banane. Voilà, il est très important avec ces conditions de s'alimenter. À cet endroit-là, il commence à faire froid, le vent commence à se lever et bon, la pluie n'arrange rien du tout. Voilà, Nick Croft pour le moment s'accroche. Derrière, on l'a dit, il y a Pierre Rousseau, Eric Lacaze. Eric Lacaze de Saint-Quentin, Pierre Rousseau de Saint-Quentin, Saint-Quentin-en-Yvelines qui avait une équipe particulièrement affûtée. On le verra tout à l'heure, notamment lors du classement final. Voilà cette vue d'hélicoptère qui permet de vous dire que l'arrière-pays niçois est loin d'être plat, ceux qui ne le connaissent pas. Et notamment lors des descentes, on va avoir droit à quelques chutes spectaculaires. Est-ce que vous-même vous avez vu, je crois, des motos tomber pratiquement devant votre roue? Ah oui, disons qu'il y a une moto qui, en me doublant, a pris le virage un peu trop rapidement et donc a glissé bon, sans rien pouvoir faire. Bon, ça prouvait quand même la difficulté de ce genre de parcours. Des routes étroites. Et là, on ne parle même plus de drafting. Est-ce qu'il y avait des shérifs qui surveillaient un peu? Parce que là, ça tourne pratiquement
Ouais, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais là, à partir du moment où on est en côte, que l'on attaque, Max Malloran nous disait hier qu'effectivement, lorsqu'on est dans un peloton, on peut être emmené en côte plus facilement, mais là, compte tenu des écarts, ça ne joue pas entre les coureurs de tête. Je pense que tout le monde a été surpris par cette pluie et que les arbitres ne savaient plus comment faire, et d'ailleurs, on a vu peu. Karin Smyers qui à ce stade de la course est largement en tête, et puis là maintenant c'est Isabelle Mouton qui prend le pas sur Rina Braccio. Là c'est pratiquement au sommet de la difficulté avant la dernière partie montante de Bouillon. On revient donc Nick Croft, Pierre Rousseau et Eric Lacaze. Groupe de 3 poursuivants, et là toujours les écarts sont sensiblement les mêmes, varient entre plus ou moins 7 minutes, plutôt plus que moins à ce stade de la course puisque on est régulièrement tenu au courant, et là les écarts commencent vraiment à se creuser. Mais pendant ce temps-là, on va y revenir, se jouent plusieurs drames, quelque chose qui semble assez bizarre, notamment en ce qui concerne Simon Lessing. Simon Lessing va crever, il va rapidement défaire son pneu, il va essayer ensuite de réparer, de regonfler, sa pompe automatique ne fonctionne pas, et un marshal, c'est-à-dire un shérif, un commissaire de course, va se mettre à côté de lui pour bien surveiller qu'aucun athlète ne lui prête une pompe à vélo pour repartir. C'est une situation un petit peu extrême qui va conduire l'ancien champion du monde, le tout jeune britannique, à abandonner. Sans doute un règlement un peu trop tendu, un peu trop difficile. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est difficile à expliquer au grand public qu'on n'a pas le droit de lui passer une pompe à vélo pour qu'il reparte. Ouais, enfin, je pense qu'à notre niveau, déjà, le temps qu'il avait perdu, bon, c'est foutu, quoi. Donc, s'il ne peut pas réparer avec son matériel, s'il doit attendre le matériel de quelqu'un d'autre, je crois que c'est fini. Je crois qu'à ce niveau-là, il faut bien savoir changer. Ça fait partie du jeu. C'est partie des règles. On avance 3 heures en avant. Maintenant, Rob Barrel est remonté. Rob Barrel qui va fournir là un effort considérable en vélo. Malheureusement, nous n'avons pas les temps éclatés sur chaque discipline. Il y avait des petits problèmes de chronométrage et de transmission informatique. On ne s'étendra pas dessus, mais il faut savoir quand même que Rob Barrel va traverser tout le peloton, va remonter. Et là, à l'heure actuelle, c'est là où vous avez votre avance la plus importante. Certains parlent de 10 minutes, on ne peut pas la contrôler. Aux environs, facilement plus de 8 minutes à ce stade de la course. Ouais, je pense que là, c'est sûr qu'on a entendu beaucoup de choses. Bon, personnellement, je pense que ça n'a pas dû vraiment évoluer par rapport à derrière. Ça a dû se situer entre 7-8 minutes parce que, bon, après 10 minutes, ça commence à faire un sacré écart. Isabelle Mouton qui a maintenant pris la tête de la course sur Karin Smyers. Karin Smyers qui commence à trouver le temps un peu long. Karin Smyers qui a fait un choix un petit peu bizarre. On l'a vu encore hier, qui est couru à Sion. Sion qui était pourtant très difficile, où il y avait beaucoup de montagnes, et c'était quand même quelques jours avant Nice, hein. C'était peut-être un choix spécial de la part de Karin Smyers. Ouais, je pense que ça ne fait pas de détail, hein, surtout quand on prépare du long, on ne peut pas faire les deux, et là on le voit d'ailleurs avec une roue lenticulaire, c'était pas adapté à mon avis à ce genre de parcours. D'autant que maintenant il y a une nouvelle information, c'est qu'une heure et demie à peu près après le départ de la course de vélo, le vent a commencé à souffler, un vent qui venait de mer cette fois-ci, légèrement en travers, et qui va souffler par rafales, des rafales très très importantes, et des rafales qui vont cueillir les cyclistes pratiquement à la sortie du Var pour revenir sur la promenade des Anglais, et là ça va vous faire une drôle d'entrée en matière. Voilà, c'est assez éprouvant, surtout sur la fin du parcours. Là, on voit la chute. La chute de Rob Barrel. La chute de Rob Barrel qui aurait pu être très très grave. Et simplement pour dire qu'on a estimé entre 30 et 40% le nombre de concurrents qui sont tombés sur cette épreuve. Ouais, c'est énorme. Parce qu'on en a vu passer des gens abîmés avec des hématomes écorchés, notamment Thomas Heilriger, il est sorti du vélo dans un état très très spécial, hein. Ouais, je crois que c'est pas uniquement dû à la pluie, parce que la pluie, je pense qu'on n'est pas tous, on a tous un peu l'habitude au moins d'avoir fait quelques compétitions sous la pluie, mais je crois que c'était gras, c'est des choses qui étaient par terre et on glissait énormément.
Voilà, je vous propose de marquer une nouvelle pause publicitaire. Nous allons voir de quelle manière évolue ce triathlon, premier championnat du monde de longue distance à Nice, dans quelques instants. Et on retrouvera Isabelle Mouton, Yves Cordier en tête de la course juste après la pause. A tout de suite. Où effectivement les chutes se succèdent, ça n'arrête pas, on le disait tout à l'heure avant la pause publicitaire. Quel est votre couturier qui vous habille? Parce qu'on voit pas mal de gens en petits maillots, petits débardeurs, alors que la température est quand même fraîche et qu'il pleut. Vous n'avez pas prévu une tenue plus chaude? Malheureusement le 26 juin on avait considéré qu'il allait faire très chaud. Et bon, la tenue de l'équipe de France était maillot de bain débardeur. On revient sur la course. Là, on est en train de descendre du Var. Vous êtes à nouveau sur la promenade des Anglais. Regardez l'état des palmiers, des cocotiers. Les vagues. Et des vagues, ça souffle à fond. Et là, vous avez considérablement perdu de votre avance. Ouais, la fin était très pénible pour moi. Et bon, je pense que c'est la course, le froid. Et ma préparation était basée sur autre chose. Mais enfin bon, ça fait partie de la course. Quand vous dites préparation, lorsqu'on prépare un Ironman, qui n'est pas tout à fait un Ironman, mais une longue distance, vous commencez votre préparation combien de temps avant l'épreuve? Ça dépend des objectifs, mais pour moi, j'ai commencé 6 mois avant Nice pour faire ce rendez-vous. Donc 6 mois de travail pour être au top dans sa préparation. 6 mois. Là, vous faites votre rentrée maintenant dans le parc de transition. Regardez, il y a beaucoup de vent. La température est déjà quand même plus clémente qu'en altitude. Ouais. Mais je suis content de lâcher le vélo quand même. Et à ce stade, vous avez à peu près 6 minutes d'avance sur le peloton. Un peloton où Rob Barrel a fait un gros travail. On le verra dans quelques instants. C'est quasiment même plus 6 minutes, c'est 4 minutes 30 je crois à l'arrivée. C'est dommage. Et toujours ce vent très important qui va faire souffrir tous les coureurs, les derniers kilomètres en vélo. Et là, ça va être une véritable ovation qui va accompagner votre sortie de l'aire de transition. Là, effectivement, tout le monde pense un petit peu, peut-être pas les spécialistes, que là, vous avez pratiquement course gagnée. Ouais, mais je crois que ça va être le grand étonnement quand ils vont voir les deux poursuivants arriver à 4,30 derrière, et je crois que moi aussi j'ai été un peu étonné. Vous entendez ce que dit Pierre Cessiot, le speaker? Est-ce qu'on arrive à savoir quels sont les écarts, où sont les gens, ou vous êtes plutôt concentré dans la course? Non, pour l'instant là je pars, je suis très concentré, je pars, c'est très important le départ de la course à pied, et d'autant plus qu'il y a un vent défavorable au départ, et bon, on est un petit peu abruti là. La course à pied, donc il s'agit d'un circuit de 15 km, 2 boucles de 15 km qui ont... Alors c'est un circuit où il ne fallait pas se tromper, heureusement vous indiquez la route peut-être parce que ça tournicotait un petit peu dans tous les sens, mais là encore il faut reconnaître. C'était très... beaucoup d'allers-retours, mais bon, mais au moins ça favorise le spectacle. On passait, on se croisait 7 fois, donc... c'était un point favorable pour le public. Et la première surprise, à la 3e place, on retrouve un jeune Allemand de 23 ans, Lothar Leder, qui accompagne Rob Barrel dans la transition. On l'avait vu dans un Ironman au Brésil où il avait fini 5e. Rob Barrel et Thomas Leder. Et c'est Leder qui va sortir le premier. Et on va voir, je ne sais pas si on va le voir sur ces images, la manière dont Rob Barrel est arrangé sur le côté gauche. Avec sa chute, même sur les deux côtés, je crois. Parce que, oui, il me semble que lui a récidivé, il a dû tomber 2 fois. Le voilà, effectivement, voilà, Rob Barrel, c'est plutôt sur le côté gauche où il est marqué. Heureusement que c'est en dessous de la... C'est en dessous de l'articulation. L'articulation, exactement. Ça lui fera quand même moins mal. Voilà, Rob Barrel, il sait maintenant qu'un certain Yves Cordier est devant à 4 minutes 30, qu'il y a Thomas Leder qui ne doit pas lui faire très peur, qui est un petit peu devant parce que c'est un rusé, il a beaucoup d'expérience. Rob Barrel, mine de rien, il a 37 ans, il ne fait pas vraiment son âge.
Et il a remporté, il est un des seuls européens à avoir remporté le triathlon de Nice, c'était en 88. Et cette année, il a vraiment axé toute sa préparation sur ce championnat du monde. On se souvient, puisqu'il est membre du triathlon de Saint-Quentin, et bien que pour l'épreuve de Saint-Quentin, il avait fait l'impasse sur l'épreuve, qui était pourtant une petite distance olympique, pour pouvoir vraiment se préparer. Je pense qu'il était parti à Font-Romeu et donc sa préparation à Font-Romeu, elle devait être bien menée. Préparation à Font-Romeu où effectivement il s'est entraîné dans les Pyrénées en compagnie des Allemands dont il se méfie énormément. Et il va bien faire car on va voir que les Allemands petit à petit, que ce soit Holger Lorenz ou Thomas Elriger, on va remonter petit à petit sur le groupe. Van der Busch qui sort lui aussi de la transition. Et Isabelle Mouton qui ne devrait plus tarder maintenant pour approcher de l'aire de transition. Isabelle Mouton qui elle a fait une course remarquable en vélo, qui a certainement construit une avance considérable. Voilà Isabelle Mouton, notamment sur Karen Smyers et Rina Braccio qui de toutes les manières a complètement explosé. Derrière il y a Lydie Rosé, il y a Sophie Delemer, Erin Baker qui fait un début de natation très difficile, une course à vélo difficile. Katinka Wiltenbourg, Anne-Marie Rouchon, Rina Braccio qui est beaucoup plus loin. Il ne faut pas oublier des gens comme Donna Peters, etc. Et effectivement elle a eu beaucoup de mal à venir se regrouper. Voilà, Isabelle Mouton qui approche maintenant de l'aire de transition sous vraiment les acclamations du public. Un public qui, malgré les averses et le vent, reste présent. Très attentif aux écarts de temps, des écarts qui sont donnés de manière très régulière de la part du speaker. Isabelle Mouton dans cette aire de transition, vous le voyez, où le public peut être vraiment proche des athlètes, car c'est ça aussi un championnat du monde et une épreuve de ce niveau, c'est pouvoir proposer au public un spectacle. On ne part plus au fin fond de la mer, au fin fond de la montagne, y courir sans que les spectateurs ne puissent être au courant. Les spectateurs veulent être au contact des athlètes, et là, de ce côté-là, le nouveau circuit proposé pour la course à pied a vraiment rempli sa fonction, sachant que les gens ont vraiment pu suivre aussi bien par les temps qui étaient annoncés que par la présence des athlètes, l'évolution de la course, suivre de visu les écarts qui pouvaient être sur une course de 6 heures, c'est pas évident. Isabelle Mouton qui quitte en tête la course. Avec une avance de facilement 7 à 8 minutes. Malheureusement, je vous le disais, nous n'avons pas les temps intermédiaires, mais facilement de 7 minutes sur Karen Smyers. Une avance qu'elle va maintenir, mais ce n'est pas évident du tout. On se retrouve au bout de 5 heures de course avec Barrel qui a rattrapé Thomas Leder, et ils font un petit peu la course ensemble, Yves. Ouais, je crois que c'est le jeu, hein. Je pense qu'il a fait un départ prudent, Barrel. Maintenant il rejoint son concurrent, c'est le jeu. On vous retrouve là en tête de la course. Est-ce que vous savez que les écarts diminuent derrière? Ouais, on fait 7 fois des demi-tours, donc à chaque fois on peut pointer. Et c'est vrai que bon, je vois que l'écart diminue au fur et à mesure. Là l'écart s'est un peu réduit. Karen Smyers a fait une fin de vélo remarquable. 4,30, c'est l'écart maintenant qui sépare Isabelle Mouton de Karen Smyers au moment de la transition. Isabelle a bien géré sa course, et je pense qu'en vélo, elle a fait la course parfaite, à savoir faire ce que je devais faire, prendre un maximum dès le départ, et puis stabiliser après sur la fin, et pour entamer la course à pied bien fraîche. Voilà, là, à ce passage, on commence à sentir sur votre visage des marques un petit peu de douleur. Vous nous disiez que vous aviez une sorte de bronchite que vous aviez mal soignée. Est-ce que là, il y a des symptômes qui ressortent à ce moment? Ouais, très vite, la bronchite que j'avais depuis 15 jours, durant tout le parcours vélo, a réenflammé un peu ma respiration. Mais enfin bon, ce n'est pas uniquement que pour ça, et je crois que derrière, les deux hommes sont très puissants. Et Rob Barrel, qui est un malin, s'est placé derrière
Le petit jeune, car Rob Barrel, rappelons-le, 37 ans, et Lothar Leder, 23 ans, se place en embuscade. Il sait qu'il n'a pas besoin de fournir l'écart tout seul, car actuellement son adversaire, ce n'est pas l'Allemand Lothar Leder, mais c'est bien vous, Yves Cordier. Il sait que ça reste encore jouable. Ouais, je pense que quand il a posé le vélo avec 4 minutes, il a dû être vachement encouragé, et il s'est dit 4 minutes 30 c'est jouable. Et par contre moi ça a été le contraire, je pensais qu'il me fallait davantage, et j'ai été un petit peu surpris. Mais en 11 participations sur le triathlon de Nice, bon, vous savez maintenant que la course à pied est un peu votre point faible. Est-ce que vous n'aviez pas eu l'intention de mettre encore plus l'accent sur la course à pied? J'ai mis beaucoup l'accent, mais le problème c'est que on a des spécialités, et c'est vrai que par ce temps ma spécialité a été moins évidente, moins mise en valeur en vélo, et donc j'ai plus subi en vélo, et donc je suis arrivé un petit peu éprouvé par rapport aux autres années en course à pied, et bon, bah, la fatigue a été plus importante par rapport aux autres. En tout cas, tout au long de cette promenade des Anglais, le public ne s'y trompe pas, ils vous soutiennent, vous courez chez vous, vous êtes devant votre public, ça doit être quand même une satisfaction importante. Oui, c'est sûr que là, pour moi, c'est un des très grands jours. Bon, j'aurais aimé offrir à mon public cette victoire qu'ils tiennent tant, mais bon, je pense. Donc là, vous êtes en train de dévoiler le résultat pour ceux qui n'étaient pas au courant. On peut se douter effectivement de l'issue, car l'écart ne va cesser de se réduire, avec un Rob Barrel et un Lothar Leder aux embuscades, en embuscade derrière. Mais là pour le moment, qu'est-ce que vous pensez de votre foulée? Bah là, ça se voit par rapport à mes autres courses. Oui. Je souffre au niveau des cuisses, et c'est étonnant, si près, enfin, on pourrait dire si près du but, ouais. Si tôt en course à pied, mais bon, maintenant c'est pareil pour tout le monde. Je pense que tout le monde avait mal. Alors, on voit notamment Rob Barrel qui a une foulée légèrement déséquilibrée, sans doute en raison de sa chute, alors que du côté de Lothar Leder, eh bien, va falloir faire attention à ce jeune homme, car lui il a très bien tenu le choc. Je pense que toute l'équipe allemande s'est bien préparée aussi à Font-Romeu, et je crois que bon, les effets d'altitude sont importants. On a vu Irina Bradshaw quitter l'aire de transition 19 minutes derrière Isabelle Mouton. Ça a été vraiment une jeune fille qui a craqué, mais on va quand même faire attention à Irina Bradshaw. On vous dira pourquoi tout à l'heure, qu'elle va effectuer une remontée en course à pied tout à fait spectaculaire. Je vous propose de marquer sur les images de Karen Smyers qui court après Isabelle Mouton sans trop d'espoir une nouvelle et dernière pause publicitaire. On revient sur le résultat final de ce Ironman de Nice dans quelques instants. À tout de suite. Sur ce triathlon de Nice, premier championnat du monde de longue distance en compagnie d'Yves Cordier, avec un Rob Barrel et un Lothar Leder lancés à vos trousses, et les écarts se réduisent. Ouais, ça c'est en plus il y a sans arrêt des demi-tours, donc à chaque fois je vois que c'est 15 secondes en moins, et bon, c'est vrai que le moral c'est un peu dur. On vient de voir passer Sophie Delamere qui, elle, pour le moment pointe à la 4e place chez les femmes. On voit ce circuit le long de la promenade des Anglais avec 2 tours, un circuit à mon avis très efficace en ce qui concerne le spectacle, on l'a déjà dit tout à l'heure, et là vous avez déjà une foulée et vous avez un visage beaucoup plus marqué. Voilà, c'est le moment où Thomas Leder passe, et à droite là il doit y avoir une drôle de sensation, non? Ouais, les 15 dernières secondes, je vous y attendiez sûrement, non? Ils vont arriver, non? J'ai entendu les motos, je me suis dit bon, je ralentis un peu, je les accroche un peu, et je me suis dit bon, ils vont essayer de m'avoir au bluff, et bon, je me laisse distancer, je vois si ça bouge pas, et puis bon, bah finalement ils étaient plus rapides que moi, et bon, j'ai assuré ma 3e place. Et là, regardez comment Rob Barrel est placé. Il a fait l'essentiel du boulot, et il laisse encore ses illusions à Thomas Leder, à Lothar Leder. Je ne sais pas s'il y croit vraiment, mais ouais, je sais pas. Bon, je crois que bon, c'est sûr, quand on a un Rob Barrel qui a participé tant de fois à Nice, qui a une expérience considérable, je crois malgré tout, on a beau être très fort psychologiquement, on se fait pas trop de soucis, surtout que là on voit qu'il a relativement mal.
Et ce que je voudrais dire aussi, c'est que par rapport aux images que l'on peut retenir souvent de certains Ironman, notamment de Nice il y a quelques années, aussi bien vous que les coureurs de tête, eh bien vous avez un état de fraîcheur qui reste relativement exceptionnel. Après 4 km de natation, 120 km de vélo et pratiquement 30 km de course à pied. Oui, encore qu'on arrive à marquer, là tout le monde m'a dit que j'étais marqué, j'étais plutôt gris. Oui, effectivement. Bon, maintenant, la récupération, un quart d'heure après, c'est pratiquement fait. Et là, on est 4 jours après l'épreuve et vous êtes en forme splendide. Vous disiez tout à l'heure que vous pourriez presque courir une distance olympique. Oui. Bon, là, on voit Rob Barrel qui vient de lâcher son concurrent. C'est dans la dernière partie, la montée qui va vers le port. Bon, je crois qu'il a attaqué au bon endroit, l'endroit le plus difficile. Et il sprint. Et voilà, maintenant c'est la délivrance. Je crois que quand on a une course au bout, quand on a une victoire au bout, je crois que là on sent plus les jambes, ça va tout seul. On vient de voir Lothar Leder passer là. Ouais. Avec, mais lui il doit être ravi certainement de cette deuxième place. Bah après c'est la décompresse, chacun se satisfait de sa place. Et Isabelle Mouton, quant à elle, a creusé un écart spectaculaire sur Karen Smyers, un écart qui va dépasser les 12 minutes. Et on verra à l'arrivée que l'écart sera très important. En ce qui concerne Lothar Leder, lui il a le sourire, car je ne pense pas qu'il pouvait s'attendre à une telle place sur un premier championnat du monde. C'est la dernière ligne droite, on voit l'arrivée. Et c'est pour Rob Barrel, évidemment. Il saute de joie, il est fou de joie. On va le voir sauter comme un cabri. Et effectivement, toute l'équipe de Saint-Quentin, Pascal Vettel et tout le monde doivent être ravis des résultats pour le club, car effectivement si Rob Barrel termine premier, il faut savoir que derrière il y a Pierre Rousseau 7e, Serge Rivière 12e, Éric Lacaze également 14e, donc tous du même club. C'est vrai que ça fait beaucoup de monde. Et l'Allemand qui arrive une bonne minute après. Et l'Allemand qui arrive effectivement une bonne minute derrière. Deuxième place, et effectivement sans problème son meilleur résultat, lui aussi il saute. Et Rob Barrel qui vient l'accueillir pour le féliciter, car effectivement ils ont effectué la course ensemble. Et puis c'est vous maintenant. Et puis vous devez quand même vous dire qu'une médaille de bronze, ça reste quand même exceptionnel pour un premier championnat du monde. Ouais, je pense que de toute façon... La déception est un petit peu passée là. De toute façon, c'est vrai que je cours pour gagner, mais bon, maintenant l'objectif c'était quand même d'être sur le podium. Un podium pour le championnat du monde, c'était quelque chose que je n'avais jamais eu, donc j'en suis quand même relativement satisfait. On écoute Rob Barrel qui nous dit que lorsque je me suis aperçu que j'avais un petit peu moins de 5 minutes d'avance sur Yves Cordier, de retard pardon, et bien que j'avais des chances, mais j'ai quand même fait attention derrière moi, j'avais des Allemands, j'ai été très concerné par leur présence et je savais qu'il y avait beaucoup d'Allemands, surtout que je m'étais entraîné en leur compagnie dans les Pyrénées et je savais qu'il fallait être particulièrement attentif à ce qu'ils allaient faire et qu'ils allaient être dangereux. Voilà, c'est le moment de la décompression maintenant. Ouais, c'est le meilleur moment. Et bon, quelques mots très rapides maintenant sur les retombées qu'il y a pu avoir dans Nice, sur la presse, sur les problèmes d'organisation. On regarde la superbe victoire d'Isabelle Mouton. On en profite pour dire quelques mots. J'espère que Nice aura une autre dimension l'année prochaine. Je pense que Nice va continuer. Ça a été l'apothéose cette année par le championnat du monde, mais Nice doit continuer. C'est pas 13 ans, ça devrait continuer. Donc j'espère que ça continuera pour enfin je puisse pouvoir avoir une victoire à Nice. Ouais, ça on l'espère, il faut quand même pas exagérer. 11 participations et on vous écoute. 11 fois que je pars pour gagner. L'année prochaine, j'espère que ça sera la bonne. Voilà, l'année prochaine, ça sera la bonne, on y croit effectivement. Karen Smyers qui va arriver, écoutez bien, Isabelle Mouton est arrivée en 6,41,51, Karen Smyers en 6,57,21. Chez les hommes, le Barrel a remporté l'épreuve en 5,59,47. Karen Smyers qui a pris quand même un gros écart, hein. C'est quand même plus de 15 minutes sur Isabelle Mouton, a fait une course absolument remarquable. Ouais, je crois que c'est ça le C. Les écarts sont énormes, les défaillances sont énormes. C'est un peu magique.
Voilà, on regarde un petit peu les temps, ça c'est plus pour les spécialistes pour doser les écarts. Thomas Elriger qui a été victime d'une chute très spectaculaire, et Dave Scott l'ancien, vous le disiez, 40 ans et plus, qui est quand même 10e présent. Rina Bradshaw qui a fait une remontée absolument spectaculaire, qui avait pratiquement 20 minutes de retard, qui se retrouve à la 9e place. Erin Baker que l'on avait oublié, qui elle aussi fait une très belle remontée. Et puis regardez le tir groupé des Français, Lydie Rosé, la championne du monde militaire, Sophie Delemer qui termine 4e, Isabelle Mouton, une victoire mais alors époustouflante, gros coup de chapeau. En ce qui vous concerne, eh bien, le prochain objectif. Le prochain objectif pour l'instant, c'est j'ai pris une semaine de repos. On tâchera de faire sur un courte distance le mieux possible au championnat du monde en Nouvelle-Zélande. Pour moi, ça sera difficile parce que je l'avoue que le A maintenant c'est plus vraiment ma spécialité. Mais j'aimerais faire un bon chrono. En tout cas, Yves Cordier, merci beaucoup d'avoir pris le temps sur votre récupération de venir commenter cette course. Félicitations encore pour cette médaille de bronze. On remercie également la fédération d'avoir arrondi les angles et vous avoir permis de venir commenter cette épreuve en notre compagnie. Et puis encore, félicitations pour cette épreuve, car je le rappelle, 6 heures d'effort, ça n'est absolument pas gratuit. Vous étiez en période de repos. On vous souhaite bien évidemment de remporter la victoire et vous serez à nos côtés l'année prochaine pour commenter cette victoire. Merci, à bientôt.